Bonjour, on va vous présenter Flash4i. Le but, c'est de ne plus arrêter l'exploitation et de ne pas avoir de problème avec la prod pour pouvoir faire des sauvegardes. Le produit Flash4i va utiliser une fonctionnalité qui s'appelle le Flash Copy dans le monde IBM et qui s'appelle le Snapshot dans le reste du monde. Qu'est-ce que c'est que le Flash Copy ou le Snapshot? C'est la possibilité de dupliquer les disques de production, les disques de votre partition, en un instant en fait, donc vraiment très très rapidement. Et à partir de là, de pouvoir utiliser les données, puisque tout a été copié, pour faire par exemple des sauvegardes. Je vais parler principalement, enfin même exclusivement des sauvegardes dans un premier temps, sachant qu'on peut faire beaucoup d'autres choses, et j'y viendrai après. Donc dans un premier temps, je parle des sauvegardes pour expliquer le principe et le mode de fonctionnement. Alors, concernant les sauvegardes, idéalement, le but des sauvegardes, c'est bien d'avoir une copie des données externalisées sur des cartouches ou supports externes, ou sur disque et dans d'autres bâtiments ou d'autres lieux. Et pour faire des sauvegardes, eh ben, l'idéal, c'est qu'il n'y ait personne qui travaille dessus. Aucun utilisateur, aucun job actif, etc. Par contre, c'est de plus en plus difficile à faire, parce qu'on se retrouve avec des usines qui tournent en 24/7, des utilisateurs un peu partout dans le monde, des clients qui se connectent et qui se connectent via le web et qui passent des commandes ou qui regardent l'état de leur stock en se connectant directement sur l'IBMI, ou des traitements qui sont très lourds. Donc, ça devient vraiment impossible de pouvoir arrêter. Et puis, les bases de données sont de plus en plus grosses, donc arrêter pendant 3, 4, 8, 10 heures pour faire des sauvegardes, c'est plus possible. Alors, il y a quelques solutions qui existent. Parmi la plus connue et la plus ancienne, il y a la partition de secours, donc l'utilisation d'une solution de HA. Vous avez une partition de prod et une partition de secours avec un produit de dispo logiciel, donc avec de la réplication basée sur les journaux. Du coup, la seconde partition est active, on peut faire des sauvegardes dessus. Très bien. On peut faire tout dessus. Par contre, on ne fait pas de save 21, on ne sauvegarde pas la partie système. Et puis, souvent, enfin, ou quelquefois en tout cas, la totalité de la base de données n'est pas répliquée. Il y a certains éléments qu'on a exclus, de manière volontaire ou a priori volontaire quand même, j'espère. Mais du coup, ça ne se retrouve pas de l'autre côté. Et donc, ça n'est pas sauvegardé. Donc, ça n'empêche qu'il faut de temps en temps faire une sauvegarde de la partie production. Autre solution qui existe, le Save While Active. Save While Active, ça permet de rester sur la prod et de sauvegarder alors que les bases sont utilisées. Alors c'est très bien, on ne fait toujours pas de Save 21. Il y a un petit risque s'il n'y a pas de cartouche de disponible que malgré tout, à un moment, il faut arrêter la production pendant quelques minutes. Ça peut durer 5-10 minutes, ça dépend de la production que vous avez. Et vous pouvez par contre bloquer l'exploitation s'il n'y a aucune cartouche, parce que le travail va se retrouver planté, et donc voilà, on s'arrêtera là, il faudra que quelqu'un intervienne pour la suite. Et puis ça consomme, pendant que les utilisateurs travaillent après, il peut y avoir des locks qui bloquent la sauvegarde, etc. Donc ça marche bien, mais c'est pas encore la panacée complète. Alors, la nouvelle solution qu'on vous propose ici, en fait, c'est de cloner les disques, tout simplement. Voilà, on fait une photocopie. Alors, ça nécessite d'avoir du stockage externe. Ça ne marche pas sur les disques internes. De plus en plus de nouveaux serveurs sont vendus avec du stockage externe, de moins en moins avec des disques internes. Donc, voilà, c'est de plus en plus possible. Et donc, ça correspond à cette gamme-là des disques externes, donc toute la gamme IBM avec les Storwize ou le SVC, ou les Flash Systems, les DS8000, etc. Et puis il y a aussi, et notre produit est de plus en plus compatible avec d'autres constructeurs. Alors j'espère que Philippe n'est pas là et ne m'entend pas, mais donc on est compatible avec d'autres constructeurs type Dell EMC avec les VMAX, et on continue à investiguer et à être compatible avec d'autres bêtes disques. Et puis ça, en correspondance avec notre produit Flash4i, ça vous permet d'utiliser et de déclencher les flash copies et d'utiliser ces copies
de disques de prod. Alors un mot sur le flash copy. Donc je rappelle, ça s'appelle snapshot dans le monde non IBM. Qu'est-ce que c'est que le flash copy? C'est une fonction intégrée à la baie de disque, complètement indépendante de l'OS. Vous pourriez l'utiliser, et souvent c'est déjà utilisé pour le monde Windows, le monde Linux, etc. Donc voilà, complètement indépendant du système d'exploitation, sur la baie de disque, on définit le flash copy et on dit je veux dupliquer mes disques. Ça fait une copie instantanée. Alors c'est difficile à croire, c'est difficile à imaginer quand on est informaticien, malgré tout ça marche. Il y a bien sûr ce qui se passe en interne dans la baie, et en interne dans la baie, si vous avez 10 Tera de disques, c'est impossible de copier 10 Tera en une seconde. Par contre, ça marche, et en interne, je peux vous expliquer comment ça marche. C'est pas très compliqué à expliquer, en tout cas à faire, c'est un peu plus, mais on n'a pas le temps ici. Donc, vous pouvez nous recontacter, et puis on vous expliquera en détail comment ça marche. Ce qui est important, c'est de voir de l'extérieur. Depuis l'extérieur, vous avez une partition IBMI, donc depuis les partitions ou depuis le côté utilisation. Vous avez une partition IBMI qui voit, mettons, 4 disques de 1 Tera chacun. Eh bien, en se connectant sur la baie de disque et en faisant un clic, ou presque, on va démarrer le flash copy et une seconde plus tard, on aura 4 disques, 4 autres disques, contenant exactement les données de la prod telles qu'elles étaient au moment où on a appuyé sur le bouton. Et ces 4 disques de 1 Tera contiennent toutes les données, sont utilisables tout de suite. Vous pouvez démarrer une partition sur ces 4 disques et ils sont complètement indépendants de la prod. Donc c'est vraiment comme si vous aviez créé 4 nouveaux disques de 1 Tera, que vous aviez restauré depuis une 721 la totalité des données de la prod. Donc le microcode, l'OS, les profils, les données, tout. Et que ça, c'est complètement indépendant. Tout ça en une seconde. On travaille très vite maintenant. Du coup, vous avez une seconde partition qui est complètement auto-utilisable. Et vous pouvez l'utiliser pour faire des sauvegardes, ou bien faire un changement de version, et tester un changement de version, et voir si ça ne pose pas de problème, et puis le réappliquer sur la prod après. Ça n'a aucun impact. Pendant ce temps-là, les utilisateurs tournent et sont actifs sur la prod. Donc c'est cette fonctionnalité qu'on va utiliser. C'est réalisé sur la baie de stockage et un autre élément extrêmement important, d'une part ça se fait sur une seconde, d'autre part ça ne nécessite pas d'avoir le double d'espace disque. Si vous avez 4 Tera d'origine, on peut très bien dire qu'on va l'utiliser pendant 3 mois et donc on aura besoin des 4 Tera de destination. Par contre, si c'est pour faire une sauvegarde, ce sera utilisé pendant 24 heures. Aucun intérêt à ce que les données soient réellement copiées en tâche de fond dans la seconde série de disques. Donc, on va utiliser une fonctionnalité qui est le scene provisioning ou l'allocation dynamique. Et ces disques-là vont être vides au départ et ne contiendront que les modifications effectuées par l'une ou l'autre des partitions. C'est-à-dire que ça va contenir peu de choses. D'après les stats qu'on a, tous les clients qu'on a, globalement sur 24 heures, il faut compter quelque part entre 5 et 15% de la taille disque d'origine. Donc, mettons 20% par sécurité, mais voilà. C'est difficile à estimer, ça dépend vraiment de l'activité disque de votre partition de prod. Donc voilà. Alors comment on l'utilise? Il y a la possibilité de l'utiliser manuellement. Voilà, vous faites la configuration et puis vous allez sur la Storwize, sur votre baie de disque, vous faites un clic et vous avez la duplication des disques. Donc là, c'est visible, c'est immédiat, et puis vous en faites ce que vous voulez. Alors ce que vous voulez, c'est démarrer la partition en manuel, changer son nom, changer son adresse IP, redémarrer les éléments que vous voulez et faire vos tests. Ça, c'est très bien. Pour faire un test de changement de version, l'option manuelle est très très bien. Vous pouvez le faire automatiquement avec des développements internes. Pour ces développements internes, vous allez découvrir au fur et à mesure qu'il y a un tout petit peu plus de choses qui sont cachées et qu'il y a un peu de boulot quand même. C'est pas très compliqué à faire, mais il y a un peu de boulot quand même et des choses à s'imaginer.
Et puis vous pouvez le faire professionnellement avec un outil professionnel dans lequel beaucoup de choses sont prises en charge et avec beaucoup de retours d'informations, puisqu'en général, c'est là que ça pêche quand on fait nos propres développements. On arrive à faire la manipulation, on arrive à faire une sauvegarde, mais en termes d'historique, en termes de retour d'informations, pour être certain que tout soit bien passé, c'est un tout petit peu plus complexe. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Votre configuration, c'est de base une storewise. Je vais prendre l'exemple d'une storewise, mais donc une bête disque. Et puis la config classique, c'est on a dans le Power une partition que j'appellerais de production, mais ça peut être une partition de développement ou de recette ou de n'importe quoi. Les VIOS, les switches qui ne sont pas dessinés ici, les disques qui sont représentés là sur la bête disque, et le zoning qui va bien pour que tout soit reconnu. Donc vous avez votre configuration de partition. Ça marche aussi si vous avez une partition qui est connectée en direct, donc pas de VIOS, c'est rare, mais ça arrive. Donc vous pouvez très bien avoir une ou deux cartes fibres qui pointent sur les disques, donc ça marche. Maintenant, on va oublier ces VIOS, etc., qui n'apportent rien en fait, hein, qui sont nécessaires ou qui sont très souvent utilisés mais qui n'apportent rien, et on va se concentrer sur le principal. Alors sur le principal, on a notre partition de production, on a toute l'infrastructure en dessous et l'accès à nos 4 disques de 1 Tera, dans mon exemple. Alors ce qu'on va faire pour commencer, ce sera d'installer le produit. Donc ce petit rond là est supposé représenter le produit. Flash4i est installé, configuré. On va aussi, lors de l'installation, donc une fois, préparer l'infrastructure. Donc préparer l'infrastructure, c'est définir le flash copy, définir les disques qui sont là. Vous voyez qu'ils sont transparents, ça veut dire qu'ils sont vides. Ils ne prennent pas d'espace pour l'instant. Donc de ce côté prod ici, j'ai 4 Tera d'utiliser, et là j'ai rien d'utiliser, juste une définition. Je vais aussi définir la partition clone. Donc là, pareil, soit en direct via sa propre carte fibre, soit via les VIOS. On définit le zoning, on démarre la partition une première fois, on vérifie qu'on a bien les disques. La partition clone existe. Une fois qu'on en est là, on va vouloir, justement, à partir de la production, déclencher le flash copy et démarrer la sauvegarde. C'est le but, dans un premier temps. Et bien pour ça, on va utiliser une seule et unique commande. Cette commande, elle fait le clone avec un paramètre. Et le paramètre, c'est un nom d'environnement. Alors le nom d'environnement, on en reparlera tout à l'heure, je vous montrerai ce que c'est, mais ce que ça contient globalement. Mais dans les grandes lignes, un nom d'environnement, ça contient toutes les informations dont on aura besoin pour déclencher le clonage, déclencher la partition clone, démarrer la partition clone, configurer la partition clone elle-même pour qu'elle ne soit plus la prod, qu'elle n'ait pas la même adresse IP, éventuellement pas le même nom, qu'il n'y ait aucun travail à démarrage automatique, et qu'elle démarre la sauvegarde avec BRMS, sans BRMS, et qu'elle rapatrie toutes les informations. Donc, toutes les informations dont on a besoin sont dans cet environnement. Du coup, dans votre exploitation, ce que vous avez à faire, là où actuellement, à 2 h du matin, vous arrêtez vos utilisateurs, vous appelez votre programme ou votre commande qui va démarrer la sauvegarde, puis ça dure 4 heures et vous redémarrez vos utilisateurs, et bien là, dans ce programme-là ou dans cet ordonnanceur-là, on va retirer le programme qui appelle la sauvegarde et on va le remplacer par cette commande-là, une commande, un paramètre. Donc très facile à faire. Du coup, sur le principe et dans le meilleur des mondes, on arrête les utilisateurs, on lance cette commande, 3 minutes après, vous redémarrez vos utilisateurs. Et au pire, on n'est même pas obligé de les arrêter, les utilisateurs. C'est conseillé pour diverses raisons, mais c'est même pas obligatoire. Alors avec cette commande, que va faire cette commande? Dans un premier temps, il y a des données actives en mémoire sur la partition de prod. Eh bien, ces données actives, ça c'est le fonctionnement de l'OS 400, pardon, pas bien ça, fonctionnement de l'IBMI. Donc c'est le fonctionnement de l'IBMI d'avoir des données actives en mémoire, eh bien on va les copier sur disque. Cette opération est complètement transparente pour les utilisateurs, il n'y a pas de freeze, les
travaux ne sont pas gelés pour les écritures, etc. Il y a plusieurs options dans cette commande système. On a choisi l'option qui ne gèle rien, qui ne bloque personne. Donc les données vont être dupliquées sur disque. Il n'y a aucune dégradation des temps de réponse pendant ce temps-là. Puis, on va se connecter sur la bête disque et démarrer le flash copy. À partir du moment où on a démarré le flash copy, les disques ici de la partition clone contiennent des données. Et ils contiennent les données telles qu'elles étaient à la seconde où on a démarré le flash copy. Par contre, côté espace disque, ça contient toujours rien. Et puis, l'espace disque va un peu augmenter, occupé sur la bête disque, un peu augmenter au fur et à mesure des changements qu'il y aura côté prod. Et côté clone, mais il y en aura très peu côté clone. Donc ensuite, la commande va se connecter sur la HMC et démarrer la partition clone. Bien. À partir de là, eh bien, la commande est terminée. Côté production, pour démarrer vos utilisateurs, il s'est passé 2-3 minutes maximum. Donc là, vos utilisateurs peuvent reprendre, vous pouvez relancer vos batchs, vous pouvez relancer vos commandes par Internet, vous pouvez refaire ce que vous voulez, votre vie normale, ou la vie normale de votre partition de production. Sur la partition clone, comme on a dupliqué les disques, on a exactement la config de prod. L'adresse IP, la config Ethernet, les travaux à démarrage automatique, etc. Eh bien ça, on va le prendre en charge et on va les bloquer. Donc, on a mis en place ce qu'il fallait avant de démarrer la partition clone, et on va commencer par s'assurer que TCP/IP ne démarre pas automatiquement. Garantir que les adresses IP de prod ne démarreront pas et ne pourront pas démarrer, ne pourront pas se retrouver sur le réseau, et on va créer notre propre configuration IP avec notre propre adresse IP pour pouvoir nous discuter, pour que la partition clone puisse discuter et envoyer ses historiques notamment. Ensuite, on va s'occuper des travaux planifiés. Le WorkJob SCDE, le Job Scheduler d'IBM, l'Advanced Job Scheduler d'IBM, ou n'importe quel autre scheduler, on fait en sorte qu'il n'y ait rien de planifié à ce moment-là, donc que rien ne puisse tourner à ce moment-là. Puis on va s'occuper des noms de ressources, puisque vous savez probablement que quand on passe d'une partition à une autre, ou d'un serveur à un autre, les noms de ressources sont recalculés par le microcode, et donc on retrouve avec des choses qui ne sont pas exactement les mêmes qu'avant. Donc nous, on réadapte les noms de ressources pour que, si vous aviez l'habitude de faire des sauvegardes côté prod sur la TEP-MLB12, eh bien que vous continuiez à utiliser la TEP-MLB12 et que ça pointe sur la même bordothèque ou le même drive. Donc ça, on s'en charge. Et puis les sous-systèmes utilisateurs, eh bien, il n'y en a aucun qui démarrera. Votre programme de startup ne démarrera pas. C'est bien le nôtre qui sera utilisé. À partir de là, on a une partition clone qui contient toutes les données de prod, mais qui n'a aucun travail de prod. Elle est quasi en mode restreint, avec un petit peu de TCP/IP pour pouvoir envoyer des informations. Donc là, on a et donc on va pouvoir faire ce qu'on veut. Par exemple, des sauvegardes. Alors c'est ce qu'on va faire. On va démarrer des sauvegardes. Donc on va utiliser le matériel que vous avez et le logiciel que vous avez. Là, on ne change rien, c'est bien vos sauvegardes habituelles. Donc soit avec BRMS, et donc on va utiliser juste un nom de groupe de contrôle, soit sans BRMS, vous avez un programme qui tourne et qui fait des sauvegardes, on va réutiliser le même programme. Il y aura peut-être quelques adaptations. Si par exemple il redémarre les sous-systèmes à la fin, il faudra retirer cette partie-là, mais c'est tout. Côté matériel, vous pourrez le faire sur une LTO ou sur une VTL ou sur, si vous faites vos sauvegardes sur disquette, parce que vous avez encore trouvé ce matériel-là et que vous êtes nostalgique, vous pouvez encore les faire sur disquette. Là, c'est vous qui choisissez. Et puis, on propose aussi une option pour faire une CEF21, une vraie CEF21 système. Et ça nécessite d'être en mode restreint, mais je rappelle que c'est la partition clone qui est en mode restreint. La partition de prod, elle tourne tout à fait normalement, elle a juste été arrêtée 2-3 minutes. Donc on a plusieurs clients qui font des CEF21 tous les jours. Voilà, ça dure 4 heures, 5 heures, mais ça n'est pas gênant.
puisque ça ne gêne personne. Je vous ai parlé d'historique tout à l'heure. En fin de sauvegarde, quand la sauvegarde sera terminée, on va pouvoir arrêter et pour faire les sauvegardes le lendemain, 24 heures plus tard, on va arrêter la partition clone et arrêter le flash copy. Arrêter le flash copy, ce sera la même chose que si on détruisait les disques. Ils n'existeront plus aucune donnée, donc plus aucun historique. Donc il est important que tous les historiques dont on a besoin, on les renvoie côté production. C'est pour ça qu'on a créé cette adresse IP, qu'on a configuré l'adresse IP. Et donc on va, au fil de l'eau, envoyer tout un tas d'informations, de logs, de messages internes, de logs, le log système, etc. Et on va renvoyer ça côté production, au fil de l'eau, ou à la fin, et notamment pour BRMS, on va reprendre toutes les données de BRMS, les envoyer côté prod et les restaurer. Ce qui fait que vous aurez, en vous connectant uniquement sur la production, vous aurez vos historiques complets, comme si la sauvegarde avait été faite en local. Je précise que pour BRMS, tout se passe comme si les sauvegardes avaient été faites en local pur. Zéro différence. Voilà, une fois qu'on a tout transféré, eh bien, on arrête la partition, on arrête le flash copy, et on est prêt pour le lendemain. Ou bien, on laisse la partition active, et pendant la journée, des gens peuvent se connecter et travailler dessus, faire des tests, faire des vérifications, etc. Alors les sauvegardes possibles, moi je viens de vous en parler, soit avec BRMS, soit sans BRMS, une save 21 direct ou une save en utilisant votre programme. Donc, je rappelle que tout ça se fait depuis la partition de production, en direct, avec une seule commande qui réalise la totalité des opérations. Ça peut être intégré dans votre ordonnanceur favori ou dans un CL, comme vous voulez. Et puis, on peut, comme ça fait plusieurs opérations, la commande FLClone, ça arrête la partition, ça arrête le flash copy, ça redémarre le flash copy et redémarre la partition. Et bien, on fournit aussi 4 commandes individuelles, 4 commandes individuelles pour faire chacune de ces étapes, si vous voulez les décaler dans le temps. Alors, il y a de nombreux autres cas d'usage. Le premier cas d'usage, qui est le plus rigolo à expliquer, c'est de faire du debug. Alors, le debug, malgré toutes les précautions prises par beaucoup, il arrive qu'il y ait des bugs dans la partie, dans l'applicatif. Et dans ce cas-là, les développeurs, eux, ce qu'ils vont demander, c'est se connecter sur la prod et faire des tests sur la prod, en live. Voilà. Et un développeur qui fait des tests sur la prod en live, c'est jamais très rassurant. Et ça s'apparente souvent à ce que vous allez voir dans la vidéo. Alors, je ne sais pas si elle va bien passer, donc je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Là, on voit un camion qui est en train de rouler. Et ce camion qui est en train de rouler, avec les warnings allumés, eh bien, on voit qu'il y a 2 développeurs en train de faire du débugage sur le moteur, alors que le camion est en train de rouler. Eh bien, lorsque vos développeurs se mettent sur la prod et font du debug, ça s'apparente un peu à ça. On va dire un brin dangereux. Donc, c'est pas forcément la meilleure idée de faire ça. Le fait d'avoir une partition clone sur laquelle, qui a été créée dans la nuit à 2 heures du matin, avec les données de 2 heures du matin, elle a servi pour les sauvegardes dans un premier temps. Dans la journée, eh bien, elle peut servir aussi pour faire du debug. Les développeurs ont accès aux données de prod, les vraies, et ils peuvent faire toutes les manips qu'ils veulent. Ça ne gênera personne, puisque la prod à côté tourne. GDPR, on n'a plus le droit, normalement, enfin beaucoup n'ont plus le droit, de donner accès aux données de prod réelles pour faire soit de la formation, soit du développement. Je ne parle plus de debug là, mais vraiment de développement et de test de développement. Dans ce cas-là, il est préconisé de les anonymiser. Mais le processus d'anonymisation nécessite d'une part d'avoir des données stables, donc qui ne bougent plus, donc pas d'utilisateur dessus. C'est un traitement qui souvent peut être long ou un peu lourd, en tout cas durer quelques heures éventuellement.
Et donc, c'est un peu embêtant de faire ça sur la prod. Si on le fait sur une autre partition, il faut attendre que les sauvegardes soient terminées, déplacer la cartouche, restaurer et et lancer le processus d'anonymisation. Donc, on prend beaucoup de temps. Eh bien, avec le FlashForAI, vous allez pouvoir automatiser tout ça. On fait un clone, on lance le processus d'anonymisation qui tourne sur une autre partition et pas sur la prod, et vous avez vos données qui sont anonymisées. Et là, le processus peut durer plus longtemps. Si c'est le week-end, par exemple, de toute façon, votre prod tourne et vos données restent accessibles pendant ce temps-là. Donc, c'est aussi une autre option que vous pouvez utiliser. Alors, pour faire ça, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai parlé d'un environnement de FlashCopy. Une fois que la sauvegarde est terminée, eh bien, vous pouvez utiliser ces données-là pour faire du debug, du test ou de l'extraction vers un data warehouse. Et puis, vous pouvez aussi déclencher plusieurs FlashCopy. À partir de la même série de disques, vous pouvez avoir jusqu'à 256 FlashCopy, donc 256 clones, qui correspondront à 256 partitions, si vous voulez les utiliser comme ça, ou à d'autres usages, et il y a plein d'idées là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Ici, on les a mis en parallèle, c'est-à-dire que depuis la donnée de prod, vous décidez à minuit de faire un FlashCopy pour les sauvegardes, à 1h du matin de faire un deuxième pour les tests, et puis à 5h, à 7h, à 8h, à 9h, à 10h, d'en faire un à chaque fois pour conserver les données telles qu'elles étaient 1 heure avant. Mais on peut aussi les faire en cascade, donc on peut faire un premier FlashCopy pour faire l'anonymisation, puis ensuite en faire d'autres qui serviront de test, etc. Donc voilà, ça c'est ce que je viens de dire, le faire 6 fois par jour pour pouvoir retrouver les données telles qu'elles étaient à un moment, créer un environnement de test ou debug, ou avoir d'autres utilisations. Là, seule l'imagination est la limite. Alors, je vais... oui, très rapidement, on peut avoir le FlashCopy qui est réalisé sur la baie de prod et travailler en local, ou bien, si vous avez une solution de dispo, qu'elle soit software ou hardware, on peut aussi faire le FlashCopy sur les disques distants. Donc, vous pouvez le faire d'un côté ou de l'autre. Et puis, tout à l'heure, je parlais de FlashCopy en cascade. Voilà, il y a la possibilité de faire du cascading, donc d'avoir une partition de travail sur laquelle il y a l'anonymisation qui a tourné, et puis d'avoir les développeurs ou les testeurs qui tournent sur une autre partition. Donc, s'ils flinguent la base de données, il suffit de recloner celle sur laquelle l'anonymisation a été faite. Voilà, je vais passer à une démo. Vite fait. J'espère que vous voyez bien l'écran, ce merveilleux écran 5250. Voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi correspond ce produit, il a un menu, et dans ce menu, vous avez dans un premier temps les commandes d'exploitation, donc ce qui va servir pour savoir si tout se passe bien, pour voir les historiques, etc. Et puis les commandes de configuration. Alors je vous ai parlé de la commande flclone, la voilà, avec un paramètre, et dans ce paramètre, il y a la liste des environnements qui ont été créés. Dans ces environnements, eh bien, j'ai créé une sauvegarde quotidienne, une sauvegarde complète, une sauvegarde hebdomadaire, bon, et puis divers éléments pour des tests. Mais voilà, vous avez plusieurs types de sauvegardes qui sont définis dans plusieurs environnements différents. Au moment du déclenchement, vous choisissez l'environnement, donc le type de sauvegarde que vous voulez réaliser, ou le type d'opération que vous voulez réaliser. Si ce n'est pas une sauvegarde, c'est marqué dans l'environnement. Du côté historique, on va avoir le résumé de ce qui s'est passé. J'ai ici la liste des différents environnements qui ont été déclenchés. Là, vous voyez qu'ils sont en déclenchement automatique tous les jours à 2 h du matin. Alors, c'est notre machine de démo, donc de temps en temps, il y a des petites choses sur lesquelles on travaille. Vous voyez que là, on en a déclenché plusieurs le jour même.
Mais la marche normale, c'est bien celle-ci, avec toujours le même nombre de messages. Ça, c'est le nombre de messages complet, on va aller y jeter un œil. La préparation, ça c'est la durée de la commande FL clone. Elle dure 3-4 minutes ici, parce qu'on ne fait pas que le FL clone, on fait d'autres choses avec, il y a des programmes d'exit pour un autre produit, et donc c'est pour ça qu'elle dure longtemps. Mais sinon, ça dure vraiment entre 1 minute 30 et 3 minutes. Puis ça, c'est le temps d'IPL de la partition clone. Et enfin, ça c'est la durée de sauvegarde, puisqu'on fait une sauvegarde complète sur disque, pour éviter de manipuler les bandes complètement tous les jours sur cette démo. Voilà, donc là vous avez des informations, normalement ça doit être toujours à peu près les mêmes infos sur la colonne. Ça c'est le pourcentage d'occupation de disque sur la baie de disque en fin de sauvegarde, enfin à la fin de la partition. Je vous rappelle, on fait des sauvegardes sur disque, c'est pour ça qu'ici il y a un gros volume. Normalement ça devrait être cette fameuse valeur entre 5 et 15% habituellement. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Si je vais regarder cette partie-là, j'ai des messages. Alors, dans les messages, en fait, ça ce sont les messages générés par le produit lui-même, dans lequel on a toutes les informations de tout ce qui a été réalisé, et des informations qui ont été réalisées, des messages qui ont été générés soit sur la prod, soit sur la partition clone, et qui ont été rapatriés. Ici, on est sur la partition de prod. Et donc, on a bien les informations qui ont été rapatriées. Et celles-là ont été rapatriées en temps réel, enfin, moins de 2 minutes après avoir été générées côté prod. Qu'est-ce qu'on a comme autre information? On a le log système, le DSP log. Et donc là, on retrouve toutes les informations provenant du DSP log de la partition clone. Donc ça, ce sont les messages qui sont générés par l'autre produit, justement. Si je vais au tout début, je vais retrouver les messages d'IPL de la partition clone. Et donc, après, tous les messages qui diront que la sauvegarde a été faite, etc. Tout ce que je vois d'habitude avec le DSP log. Et enfin, dernier élément autre élément qu'on récupère automatiquement, la job log, l'historique du travail qui a réalisé la sauvegarde. Et donc là, je peux me balader dedans, j'ai l'historique complet du travail qui a tourné côté clone. Pareil, ça c'est rapatrié automatiquement. Si on a fait la sauvegarde avec BRMS, eh bien j'ai aussi toutes les informations de BRMS. Voilà, donc là, je suis côté prod, mais je vois bien dans BRMS que la sauvegarde a bien eu lieu à 2h25. Elle a eu lieu côté clone, mais j'ai bien les informations ici, et j'ai toutes les informations et tous les historiques. Tout ça, c'est fait entièrement automatiquement. Un mot sur ce qu'on a dans les environnements. Je vous ai parlé d'environnement, le voilà. Eh bien, dans les environnements, on va y trouver des informations sur l'unité de stockage, l'adresse IP, comment on se connecte, etc. On se connecte en SSH, on ne stocke pas de mot de passe. La même chose pour se connecter sur la partition, quel est comment s'appelle la partition, etc. Si on a des IASP, on va pouvoir les indiquer ici, mais les IASP ne sont pas obligatoires. Nous, on les utilise s'ils sont là, mais on n'en a pas besoin de base. Ensuite, on va créer une adresse IP. Vous indiquez ici quelle sera l'adresse IP de la partition clone, où est-ce qu'elle va se connecter. Donc là, il y a une petite astuce pour trouver les informations. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de la sauvegarde? Est-ce qu'on laisse la partition active ou pas? Qu'est-ce qu'on va faire comme sauvegarde? Soit BRMS, on indique le nom du groupe de contrôle et c'est tout. On se charge du reste. Soit vous faites une save 21 et vous indiquez le nom de la bandothèque ou du drive, le nom du volume, ou un programme qui nous donnera le nom du volume quotidien, et puis c'est tout. Ou alors vous faites une sauvegarde simple et vous indiquez le nom du programme. Et il y a d'autres options. Et puis après, il y a des programmes d'exit, et puis il y a d'autres paramètres, etc. Voilà, on a fait le tour, là, on a à peu près tout. Alors j'arrive au bout de mon temps, il me reste quelques secondes. Je vais juste revenir sur la présentation. Voilà, ça c'était quelques écrans. Il y a quelques prérequis. Alors, ça je vais le passer. On est en train de travailler sur la version 4 qui sortira là le mois prochain, en décembre. On a plus de 150 partitions qui sont installées avec quelques noms de clients que vous reconnaîtrez peut-être dans
ce n'est plus 9, mais 11 pays européens maintenant. Le minimum, c'est une V7R1 et une HMC, bien sûr, et des disques externes. Sur les belles disques, c'est compatible avec les très anciennes versions et très peu de place disque nécessaire. Voilà. Il y a des droits de licence, bien sûr. Donc, dans le replay, vous pourrez l'avoir. Je pense que vous n'aurez pas le temps de le lire maintenant. Et puis, on m'a dit que le live est terminé, mais je crois qu'il me reste quelques secondes. Voilà quelques-uns des clients qui nous font confiance et qui en sont contents, a priori. Et puis, vous pouvez nous contacter. Bruno Taverne qui s'occupe des relations commerciales et des relations avec les partenaires. Moi-même plutôt pour la partie technique. Et puis, si vous préférez parler allemand, on a un représentant aussi en Autriche et en Allemagne. Merci pour votre temps.